podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. C'est quand la prochaine? Dans 20 minutes, docteur. Ah oui, déjà. Ça va, allons-y, dépêchons. Et voilà. Les implants sont prêts, docteur. Tous les instruments ont été stérilisés. Géronimo? Berk. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle caverne du Fuzz. Salut à tous. Bienvenue, de très actif, un petit peu comme si vous étiez sous cocaïne. Bonjour à tous et bienvenue. C'est la caverne, On va parler. Donc on va parler de deux films encore cette fois-ci, enfin deux films, après il y aura des brèves, on va faire encore un bonus comme on l'a fait la dernière fois. Dans un premier temps, on va parler de The Last Swordsman. Bladesman. Bladesman. Oui, non, justement, Blazeman. tiens, tu. Là, c'est un T'as fait, Bladesman. t'as fait un lapsus assez intéressant Ouais. d'ailleurs. The Last Blazeman, Blades. réalisé par Alan Mack et Félix Felix Chong. Chong. Felix Chong. Félix Chong. Et ensuite, on parlera d'un film qui s'appelle Trapped Ashes. Trapped J'essaie de Ashes. faire des accents de merde. Trapped Ashes. Trapped Ashes. Directed by. Alors c'est un film omnibus, donc c'est-à-dire que c'est réalisé par plusieurs réalisateurs qui ont fait plusieurs bouts du film, plusieurs courts-métrages, des petits récits. Donc il y a Joe Dante, Il y a Sean Sean Cunningham, Cunningham, John Gaeta, Monte Hellman et Ken Non, Russell. Ken Russell. Ken Russell. J'aimerais attirer votre attention sur le trottoir là devant nous. Notre grande star Marilyn Monroe a tourné une scène de son dernier film ici, juste là, à cet endroit, oui. Les plus vieux employés du studio prétendent que son esprit a souvent été aperçu. Voyons si elle va nous faire l'honneur d'apparaître ce matin. Ken Russell. Au fait, dis donc, toi, t'as vu les Chuck Norris qu'on t'a offert? non pas du tout, mais je les verrai pour la prochaine. Quoi? Mais je croyais que c'était ça le Je bonus sais. à la fin que t'allais nous parler. Non, de c'est Chuck. pas Ça va ça, être le aujourd'hui. Hein. Non, mais je sais, mais j'ai pas eu le temps. La prochaine fois, je veux un poster de Chuck. Hein. Je veux un poster Attends, de... t'as pas regardé Chuck Norris? Non, je Tu leur as dit, il vous a menti, il vous a dit que t'allais. T'as promis. Oui, j'ai dit que j'allais le faire, mais j'ai dit qu'il fallait qu'on le voit ensemble. Et eux, ils refusent de le voir. Ils m'ont offert un truc, ils veulent pas le voir avec moi. Donc, c'est de leur faute. Oh. Donc, poussez-le à voir les films avec moi. Mais et on le t'imagines fera. la déception, moi il y a des gens qui m'ont parlé, ils m'ont dit tiens, j'ai hâte de Mais le je voir. sais, tu m'as dit, mais c'est ce que je leur dis, c'est de leur faute. Voilà, Hein c'est Non. de leur faute. Non. C'est de leur faute, Bon, ils veulent pas moi, le je voir suis prêt à la avec regarder avec toi s'il faut. moi. Ok, bah voilà, bah là on verra, et là on en parlera. Bref, on passe donc à la critique du premier film, The Lost Blazeman. Tu sais qu'on a plus le droit de dire bref maintenant. C'est Canal qui a les Oui, droits c'est de vrai, dire. c'est Canal qui avait C'est vrai. bref.
Donc, on va parler de... Ah, putain, j'arrive pas avec The cette saloperie, Lost Bladesman. un film hongkongais, un film HK, un film de Sam Rousapian, un Oh, film de guerre. Non, Rousapian. Vous faites chier avec... Ah non, mais s'il te plaît, Non, s'il te mais- plaît. Non, non. Rousapian. Quitte à prendre un accent ridicule, autant qu'il Oui, soit ça vrai, va être d'accord vrai, oui. Ok. Ok, donc, qui c'est qui m'en parle? Attends, il m'a cassé la dernière fois que c'est Schtroumpf. Parle-en. Qui c'est qui m'en Parle-en. parle? Qui c'est qui m'en parle? Tiens, je t'en Parle. parle si tu veux. C'est toi qui adore Alors. ces deux réalisateurs. Alors, ces deux réalisateurs, donc en fait, l'un, Alan Mack, avait co-réalisé Infernal Affairs, 1, 2, 3, et l'autre avait donc fait partie du scénario. Du coup, Confessions of Pain aussi. et c'est- Confession of Pain, que c'était Andrew Lowe et Alan Mack qui avaient réalisé Mais ça. c'est eux qui avaient écrit. Exactement. Et du coup, des films assez bons, mais des polars. Et du coup, là, il passe sur le Wuxia-Pian. Et donc, en fait, c'est une relecture encore du roman historique Les Trois Royaumes. Donc, Radcliffe. euh, C'est la romance de la falaise rouge. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le pan d'histoire chinois le plus romancé, comme pouvait l'être l'histoire japonaise avec les Tokugawa, Musashi et compagnie. Là, c'est ça qu'on va voir beaucoup dans les films, surtout les films récents, puisqu'il y a eu beaucoup de films, des grandes Il y en a eu épopées plein, en fait. d'ailleurs, ouais. Voilà. Et du coup, il y a eu récemment les Trois Royaumes, donc Radcliffe de John Woo. Il y a aussi les Trois Royaumes, je sais plus, enfin, Oui, le l'autre film version. de Daniel Lee qui était vraiment excellent. Et donc là, Bladesman va vous parler en fait si vous vous rappelez de Radcliffe, en fait, il vous parle Takashi Kaneshiro, donc c'est le grand stratège, faisait partie des trois frères principaux du roman historique. Et en fait, là, ils vont vous parler d'un autre frère qu'on n'a pas beaucoup parlé. Et du cousin, qui est l'ami de la Non, justement, belle-sœur, en fait, non. qui est interprété par... En fait, non, je sais, mais voilà quoi. non, Non, mais soit plus simple quoi. Donc c'est un mec qui fait la Non, mais guerre justement, pour et dire- l'ami. pour C'est Donnie Yen, le frère. voilà, c'est Donnie Yen, c'est une œuvre complémentaire en fait. C'est pas une D'accord. œuvre C'est un inutile. spin-off. Non, c'est pas un spin-off du tout, c'est une œuvre complémentaire, C'est c'est un une reboot. relecture encore. On va voir de l'autre côté du combat ce qui se passe. Un reboot, bof. Arrête, tu me l'as. J'essaie de te faire chier. Putain, c'est con qu'elle était pas pleine. Alors, du coup, donc l'histoire, c'est donc un militaire, le général Cao Cao, qui en fait. Et attends, tu peux me répéter le nom? Cao Cao, Ok. Cao Cao si tu préfères. Donc en fait, Préfère. il va s'accaparer l'empereur et il va agir en fait comme si c'était en son sein. En fait, il est la force derrière l'empereur. C'est lui Voilà, qui c'est décide de ce qui se Sauf passe. que c'est à l'époque où toute la Chine est divisée en trois royaumes justement et que en fait il y a l'unification de certains royaumes qui va essayer de contrecarrer justement toute cette marche de Cao Cao. D'accord? Je suis bien. Philippe enseigne à la Sorbonne, Ouais, Paris c'est ça. 1, Non, cours d'histoire non, non, chinoise. mais- L'histoire, en fait, on vous a pas dit ce qu'il fait comme pareil. Et voilà, c'est ça. Et non, mais c'est plutôt intéressant parce que c'est très romantique aussi comme histoire. Le personnage de Cao Cao, on retrouve dans le film de John Woo. Oui, c'est partout. lui le méchant. C'est lui le méchant. Ouais, Alors c'est que marrant, là, c'est que moi j'ai c'est vu le plus film méchant. et j'ai pas du tout compris ça. En Mm. fait. J'ai vraiment pas. Bah, tu vois par exemple C'est ça qui est intéressant. le frère de Donnie Yen au tout début. Oui. En fait, lui, c'est le cousin de l'empereur. Voilà. D'accord. Et il fait partie des trois frères. Ok. En fait, c'est le troisième frère et il y a Takashi Kaneshiro dans Radcliffe qui est l'autre frère. Rien à voir le avec les stratège. inconnus. D'accord. Non, mais c'est pour t'expliquer. Et effectivement, quand tu connais un petit peu cette époque, bah c'est passionnant en fait. Oui. Et du coup, moi j'en viens parce que vous avez pas trop aimé ce film. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Vraiment, vous avez toujours pas compris ce qui se passe. Ça, c'était le principe, mais bon. Alors, En gros, non, c'était le C'est contexte. le contexte. Du coup, Ouais. on va. Donnie Yen, qui est l'un des trois frères, qui va être kidnappé par Cao Cao. Et en fait, Cao Cao va le valoriser énormément en voyant ses compétences de stratège et de combat surtout. Parce que c'est un personnage qui est vraiment reconnu comme invincible. Et en fait, il va en faire son général. Mais il s'avère que, bien sûr, comme il ne fait pas partie de sa patrie, il va contester Cao Cao et du coup, il va partir donc, du régime de Cao Cao pour revenir voir le cousin du coup de l'empereur. Alors c'est bon, lâche-moi. Allez, non, mais vraiment. J'ai rien compris. si. Personne n'a compris. C'est n'importe quoi. Quand on voit les films, on Bon, comprend. en gros, on s'en fout. On comprend vachement quoi. Non, Non, on s'en comprend- fout pas, au comprend la contraire, c'est trame. intéressant. En gros, Parce que il vous, aime ce que vous pas allez le- compter. lui, il s'en va pour rejoindre un autre mec qui est l'ennemi du grand méchant et Alors, il doit il va- transporter en plus C'est un- la femme de c'est ce son mec, frère, mais il est amoureux c'est de. considéré comme son frère, et Oui, puis mais il voilà. s'appelle frère, mais. C'est une histoire de Ça s'appelle tous fatalité. frères Non, c'est vraiment les trois frères qui sont C'est une importants. histoire de fatalité. En tout cas, on le suit dans un chemin où il va se Et- battre contre des Alors, gens. il y a Alors, Riri, en fait, il y a Fifi, il y a il y a- Loulou. Ouais, c'est Ça va. Il y a le général, il va lui dire de se barrer, ok, sauf qu'il va quand même se faire traquer. Picsou. Non Picsou qui dit à Fifi, allez.
Bon, bref. je pensais que Cinéphase, il y avait de l'information. Ouais, parce que Kao j'avais pensé à Fifi. Oui, c'est vrai. Bref. Ah, mais c'est clair qu'ils vont rien comprendre si vous Non, détractez. mais de à toute façon, chaque ils ont fois, pas hein. compris. Mais si, ils ont Tu peux. compris. Non, mais bon, alors bref, qu'est-ce que tu as pensé du film? Il y a des combats, il y a des Chinois, et Les combats, ils se battent. et les- Voilà, alors, c'est vous Et comprenez de ça. la romance. Voilà, et de la romance. C'est super bien réalisé. C'est pas relou au niveau de la romance, parce que effectivement, c'est une romance qui n'aboutit pas. Donc, Elle est douce amère. c'est voilà, c'est amer surtout. Et non, moi j'ai bien aimé ce film parce que du coup on reparle d'un autre versant de cette histoire. Les combats sont vraiment excellents. Hein. Moi, Donnie Yen, j'ai rien à redire. Il sait bien manier les armes qui tapent dedans. C'est vraiment impressionnant. Au moment, il se bat avec une grande, je sais pas comment ça s'appelle, une grande lance dans un petit couloir avec un qui est une toute petite lance. Et du coup, il doit s'adapter. C'est juste excellent. Après, effectivement, c'est Donnie Yen. On l'a dit, c'est une figure. C'est une poupée de cire. C'est une poupée de cire. Alors, des fois, alors, j'ai vu qu'il avait deux sourires hein, dans le film. Deux sourires. Et au bout d'un moment, il avait. Ouais, il peut jouer avec sa barbe pour une fois. Oui, et puis il peut C'est jouer. déjà bien. Non, il est plus à l'aise. Je l'ai plutôt bien aimé là-dedans, mais bon, c'est vrai qu'on ne s'identifie pas énormément à Donnie Yen. Hein. C'est pas un Jackie Chan. En même temps, tous ces acteurs-là, Bruce Lee, Jet Li un petit peu moins quand même, c'est plus un acteur, Jet Li. Ce n'est pas Tony Leung qui. Donnie Yen ne combat pas, ne se bat pas, à part dans le Winter White. Il n'a pas besoin de se battre. Oui, ça c'est clair. En costard, t'imagines Il a pas besoin de le se mec en battre. costard à l'époque des Trois Royaumes. Il n'a pas besoin de se battre. Il se bat dans les Trois Royaumes. Dans le Trois Royaumes, il se bat, oui, Je bien une sûr. fête, il joue bien. Mais c'est à chaque fois, tu sais. Surtout dans Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution. Bon, enfin bref. Du Et coup, dans Pirates des Caraïbes. Du coup, j'ai bien aimé ce film pour toutes les ambiances qu'il y a. Effectivement, ça parle beaucoup. Par contre, c'est énormément axé sur la stratégie. C'est pas aussi grandiose que Red Cliff. C'est pas les budgets, hein, et ça pas. C'est pas un film de guerre, vraiment. Voilà, en fait, c'est plus intime. Tu vois des petits. Non, mais c'est vrai, Oui, c'est plus intime. un peu- Tu vois des petits assauts hein, bien organisés, mais c'est pas une grande bataille qu'on va vous filmer. Et moi, du coup, j'ai plutôt bien aimé. Un team assaut. Alors là, ça, c'est bon. Ouais. Alors, De quoi Alors, je sais pas. Attends, mais J'ai l'impression que tu parles- aujourd'hui, vous me tu- contestez tu- à tu parles d'un donf, film vas-y, horreur. Alors, non, clairement, le film se laisse voir parce que c'est vraiment c'est très bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien joué par l'homme au masque de cire. Donc Donnie Yen. Non, franchement, le film se laisse voir. C'est super respectable, c'est super beau, c'est un vrai Hugh Jackman. En plus, qui essaie de se la jouer à l'ancienne. Ils essaient de limiter les effets digitaux, même si on n'évite pas les plans iconiques de fléchettes Ouais. tirées au ralenti. Et puis tu sais, il y a toujours cette idée de câble tu sais, qui transporte les Oui, personnages voilà. quand ils se font battre, mais c'est beau, c'est bien fait. Voilà, parfois on revient à ces histoires d'amitié virile, là, qui faisaient aussi le sel du genre, ça fait plaisir. On a ces romances contrariées qui n'aboutissent pas, une histoire très touchante, notamment avec Donnie Yen et celle qu'il appelle belle-sœur pendant tout le film, qui est vraiment une très belle histoire. Il veut se faire la femme de son frère. Voilà. Mais il peut pas, c'est ça. Il peut pas. il peut pas. pas. C'est ça qui est De toute façon, ils sont soit c'est leur tante, soit c'est leur belle-sœur, ils ont des rapports Ouais. compliqués là, Tous, dans leur la histoire même d'amour, famille. c'est toujours un peu foutoir. Pareil, il y a cette séquence de combat dans le milieu du film qui se passe dans une espèce de couloir naturel qui est hallucinante, où justement il faut gérer l'espace avec des armes très lourdes et très importantes à penser. C'est vrai que l'aspect stratégique, on le voit assez peu dans les films de sabre, et là ça revient. Et c'est l'aspect stratégique, mais de combat. C'est en fait. ça, c'est Alors ça. que dans Red Cliff, c'était la bataille entière. La bataille, là c'est vraiment comment tirer parti de l'environnement et de ton équipement pour battre ton adversaire. Et ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de regards, on essaie vraiment de calculer l'adversaire. Malheureusement, le problème du film, c'est qu'effectivement il est très bavard, ça parle beaucoup trop même. Le casting, enfin comment dire, Donnie Yen, c'est pas original de le reprendre dans ce genre de rôle. Moi ça m'a un peu gonflé, j'avais pas forcément envie de voir lui. Je crois que c'est dans pas le rôle. original de le reprendre dans n'importe quel Non rôle. mais le Il a problème c'est tellement- que, oui voilà, tellement le- joué ces derniers temps. là, on a l'impression- ça serait bien qu'il arrête les films d'époque. Ouais, non mais le problème c'est qu'on Ouais, a mais il va retourner sur des polars, mais il y a. Oui, bah oui, qui retourne sur des polars, Il y quoi. a 6-7 ans, on voyait que dans des polars. Quand quoi. on en aura marre des polars, il retournera sur les films d'époque. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il reste que lui. Alors, du coup, dès qu'il y a un personnage Ouais. légendaire à jouer maintenant, on prend lui. Et le problème, c'est que là, en mandarin, là, je le vois pas avec sa barbe, ça passe pas, quoi. Je préfère quand il joue le Hitman, ou à la limite, j'y crois Non, plus, mais tu vois. même, je sais pas en fait, parce que pour moi, Donnie Yen, en fait, il est arrivé, il est tellement connu, c'est l'acteur, la quintessence de l'acteur, ça fait un peu la même chose pour Chow Yun-fat. Je vois plus l'acteur avant Oui, que le personnage. Et ça, c'est le souci. Hein. Bon, pour terminer, bon, le film est quand même très très bien, et je vois pas pourquoi celui-là ne sortirait pas en salle par rapport à un autre. Mais par contre, voilà, ce que je vais dire va contrarier ce que je viens juste de dire. Le film ne se distingue pas, je trouve. Le film ne se parmi toute cette
cette invasion de gros films, de grosses fresques historiques chinoises, celui-là, il ne se démarque pas. Et en même temps, je vois pas pourquoi il sortirait, mais en même temps, je vois pas pourquoi il sortirait pas, en fait. Tu vois, c'est un peu le paradoxe. Paradoxe, ouais. Écoute, je m'en suis gavé pas mal, hein, parce que ces derniers temps, avec Andy Lau, Battle of the Wits et compagnie, qui étaient vraiment des gros budgets qui étaient vraiment stériles. Franchement, j'avoue, ça m'a rien apporté. Et bah ça, c'est un truc, c'est un Hou Chapian qui est vraiment... c'est pas fait avec des moyens colossaux et pourtant c'est super clean. Et moi je trouve qu'il se démarque un petit peu quand même. Parce que justement on n'a pas l'habitude de voir ça, un truc un petit peu plus intime, sans vouloir en mettre plein la gueule à tout le monde. Quoi. Un peu à l'ancienne, j'ai mal fait que ça revienne un peu à l'ancienne, mais en même temps, je sais pas, j'ai pas eu l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau en fait, ou d'avoir vu un film qui m'a vraiment emballé. En fait. Moi j'ai bien aimé justement ce relationnel entre les deux généraux. Enfin, moi, c'est un truc de l'histoire que je connaissais pas du tout. Et c'est fort, moi je trouve. En fait, moi j'aime bien. J'ai bien aimé. Ça m'a appris des choses. Ok. Ok. Vas-y. Bah, je sais pas si je dois dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. T'avais pas compris toi. T'as pas compris. Moi j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris le film donc comme ça. Quel est ton ressenti quoi? Pardon. Je vais me mettre de dos pendant que je parle. Quel est ton Quel est ton ressenti? ressenti s'il Quel est te ton plaît ressenti Non, moi mon ressenti il est très simple. Les scènes de combat sont vachement bien filmées. Les combats de Yen c'est très très bien. Ce qui est cool c'est qu'en fait j'avais très peur d'aller dans un film de bataille et de combat de guerre en fait. Parce qu'il y a tous les derniers films qu'on a vus. Et non, on est plus... Dans les films d'arts martiaux, c'est plutôt Donnie Yen contre 50 personnes, etc. Mais c'est très bien filmé, mais il y en a très peu. Ça dure pas assez longtemps pour moi. Et ça privilégie les dialogues et on va dire les relations entre les personnages. C'est censé être bien pour lui c'est bien. Mais moi, ça m'a usé. J'ai pas vraiment compris l'intérêt. Je trouvais qu'il gâchait des climax, des séquences d'action incroyables. Et à la fin, il privilégie quoi? Il privilégie les combats. Donc je trouve que le potentiel du film, qui était une espèce de road movie avec une histoire d'amour qui était très intéressante, se transforme, où là ça aurait pu être très bon combat, ça se transforme en un petit truc bof. Très bon copain ou combat. Est-ce que si tu avais compris un petit peu mieux le contexte et les personnages qui tu aurais pas plus aimé? Je suis sûr que si. Moi j'ai compris le contexte et ça m'a pas... Mais j'ai compris ce qui s'est passé. Ça m'a pas aidé. Non mais ce qui se passe, ok, c'est normal. Il donne un coup d'épée, il donne un coup d'épée. J'ai pas besoin de ça. Par exemple. Non mais j'ai compris qui était qui, ça va. Je sais qui C'est qui Cao Cao? Mais voilà, j'ai compris qui était Cao Cao. Non, parce que moi je pense que c'est assez hermétique finalement pour le. Oui, c'est assez hermétique. C'est pour ça qu'il ne sort pas, il sortirait jamais au cinéma. Oui, mais c'est normal. Au moins Radcliffe, tu vas dire Radcliffe, la version de 4 heures, vous j'ai tout. Moi, je n'ai aucun souci avec Radcliffe, je le trouve passionnant. Les scènes de dialogue sont incroyables, les scènes de stratégie sont passionnantes. Si tu devais encore plus tout piger, ça serait encore plus de blabla. Hein. Ça serait des intertitres. Alors lui, c'est pour ça que je dis. Dans Radcliffe, excuse-moi, mais ça parle quand même pas mal. Oui, mais dans Radcliffe, c'est à 4 heures. Oui, c'est une fresque. C'est une fresque. Là, ça se voulait plus intime finalement pour moi. C'est que sur un personnage. Ils auraient dû enlever des trucs. Ils auraient dû enlever des trucs et ils auraient dû se privilégier sur les combats. Point. C'est de Yen, il n'est pas là pour parler, il est là pour se battre. On n'est pas là pour... Je ne demande pas de raconter sa vie, je lui demande juste de se battre. On te parle d'une histoire super connue, super intéressante. Bats-toi, Denis. L'intérêt de ce film, c'est justement ce relationnel. C'est ça qui est fort. C'est pas que de voir des combats. Si ça aurait été que des combats, effectivement, on l'aurait vite oublié. Mais en passant, on n'a que des paroles. Mais non, on n'a pas que ça, justement. C'est entre autres. On va passer à autre chose. On va passer à un film qui n'a rien à voir. Trapid Ashes. Film omnibus, on vous en reparle juste après un extrait. Et tada! T'as vu ce que j'ai fait? J'ai installé une moustiquaire. Cool, non? Ah, oui. Ah. Mm. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, c'est... Donc, j'ai pris cet accent. Bah vas-y, parle. Trapid Ashes, ce film-là, donc en DVD. Nouvel éditeur qu'on n'avait jamais eu, on les remercie beaucoup de nous avoir envoyé ce film. C'est un nouvel éditeur, c'est même vidéo, ou MEP vidéo, je ne veux pas me tromper. Donc le film, voilà, un boîtier normal. Le film, comment on peut expliquer ce film? C'est un film omnibus, donc c'est-à-dire que, vous savez, tous ces films de films d'horreur, des anthologies. Il y a beaucoup de films, voilà, des anthologies de courts-métrages
un lien ou non un lien ou non d'ailleurs. C'est pas Bon, en forcément- fait, ce sont des longs métrages qui contiennent plusieurs histoires réalisées par des réalisateurs différents. En général, des histoires horrifiques. C'est ce que j'allais le dire. Non. Moi, je En parlais fait, comme en- Philippe, hein, en le le- cousin du fils. En le du frère, reprenant, et putain, voilà. j'allais te défendre. Excuse-moi. Tu sais quoi, t'as bien fait de le reprendre, parce qu'il explique comme une... Dans ce cas-là, tu allais dire que c'est des courts-métrages collés, donc c'est pas ça. Non, mais j'ai dit que ça dépend. Ça dépend, mais là, c'est pas le Ça cas. dépend. Il y a toujours une thématique ou alors là en fait ce qui se passe c'est que on va suivre plusieurs personnages qui vont être enfermés dans une ancienne maison des horreurs. Dans un studio de cinéma. Un studio de cinéma, oui, voilà, c'est ça, par quelqu'un et en fait un mec un peu étrange qui les a fait visiter en fait le guide et le guide leur dit chaque personnage vous devez raconter une histoire personnelle qui est effrayante. Vous racontez et voilà et chaque histoire va être racontée, chaque personnage va raconter une histoire et ça va être donné lieu à un court métrage avec un ou deux de ces personnages. Parce Et que voilà. comme par hasard, ils ont tous une histoire bien Voilà, effrayante bien à effrayant avec raconter. des démons. des Et trucs en comme fait, ça doit être une histoire réaliste. bien souvent entendu. qui concerne la sexualité aussi d'ailleurs. En général, c'est le sexe et sang. Ouais, c'est ça, c'est que c'est ça. Et donc, le film qui fait le lien entre toutes ces petites histoires, c'est Joe Dante qui l'a arrivé. Donc, on va pas représenter le réalisateur, très très grand réalisateur. On avait parlé de Panic sur Florida Beach. Bon, depuis quelques temps, depuis qu'il fait trailer formel, il fait des petits films. Mais j'aime bien qu'il se complète. Enfin, il aime bien faire des petits TIB comme ça. Donc, Oui. ça ne gêne pas. Et dans les réalisateurs, on a Sean Cunningham, réalisateur de Vendredi 13. Le premier du Le nom. premier. Bon, voilà, un très grand réalisateur, mais assez connu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Monty Hellman. Monty Hellman est très très grand réalisateur. Grand monsieur. C'est un grand monsieur qui avait réalisé 2 westerns pour les productions de Roger Corman, qui avait réalisé Macadam à deux voix, qui a sorti un nouveau film, là, un one movie qui est sorti en France il n'y a pas longtemps, avec même un livret et tout. Enfin, très très grand réalisateur, des producteur maîtres- de Réservoir Dogs, dans les maîtres Même de Tarantino. Donc voilà, très très grand réalisateur. Ken Russell, donc lui c'est ça, c'est Alors, c'est un réalisateur anglais qui est spécialisé dans les films Zarbi. voilà. Très Zarbi. Alors, il avait fait Les Diables, qui est son chef-d'œuvre. Il avait fait aussi Altered State, donc Au-delà du réel, un film de SF avec William Hurt, qui est aussi super Zarbi. Et ensuite, on a. Et on a John Gaeta, John qui est Gaeta. lui un superviseur d'effets spéciaux, plus ou moins à la base. La trilogie Matrix, voilà. Avec les Wachowski. le Speed Racer, c'était Ok, lui. non plus, c'était pas un réalisateur à la base. Non, lui, c'est un spécialiste d'effets Enfin, spéciaux. plutôt un spécialiste d'effets spéciaux. Ok, d'accord. C'est lui qui fait le film sur le ténia. Oui, sur le Mon frère Les gens jumeau. vont pas comprendre, mais les films sont très bizarres en fait. Hein. C'est très très compliqué. Donc, qui commence? C'est la personne qui a le moins aimé? Oui, donc je vais Oui, le faire donc après, Philippe. j'en ai marre de Oh, cracher dès le alors. début à chaque fois. Alors, Ah, c'est clair qu'on avait déjà fait un autre omnibus qu'on n'a pas chroniqué, qui s'appelle Scream Show, qui était produit par Georges Romero. Et qui- présenté par Georges Georges Romero. qui était une catastrophe totale, donc on a préféré pas en parler. Et on a trouvé que ça c'était mieux. Et quand moi, même. j'ai trouvé que ça, c'était beaucoup mieux parce Ouais, que déjà, c'était un petit peu mieux réalisé. On va dire que c'était à la hauteur d'un téléfilm correct. J'ai bien aimé le fait qu'on voit des acteurs du genre. On a John Saxon, par exemple, qui jouait le papa de l'héroïne dans la série des Freddy, qui est là. Il jouait dans Opération Dragon aussi, avec Bruce Lee. On a Dick Miller, qui est l'habitué des films de Joe Dante, qui est là. Après, moi, il y a des histoires... tout n'est pas très bien. Je trouve que le truc... Oui, il se défile au fur et à Ah, mesure. non, non, en non, fait, non, non. ok, C'est- d'accord. Ce qui est intéressant dans les omnibus, c'est que comme tu as plein d'histoires toujours Oui, différentes, t'en as par des- des tu peux en avoir des styles très mauvaises et tu peux en Voilà. avoir des très bien. en J'ai fait. bien Et c'est ça qui aimé, est intéressant. j'ai pas trop aimé celle de Joe Dante, je trouvais que c'était pas très Bah, utile. Celle de Jean Dante, c'est le lien. Voilà, oui, mais je trouve que c'était pas efficace. J'ai limite trouvé que c'était la mieux Ouais, réalisée. mais moi. moi aussi, grave, je me Peut-être, suis dit, peut-être. c'est ce qu'il y a de mieux fait. En visuel, c'était pas la plus belle parce qu'elle était très blanche. Oui, mais parce qu'il c'était assume, très neutre. il avait des- il il fait assume des le bons côté cadres. fake. Mais les cadres, ils étaient beaux quoi. Il assume le côté fake. Alors, rapidement, on va dire que Sean Cunningham raconte l'histoire d'un couple qui va au Japon et la femme est littéralement possédée physiquement et sexuellement par un démon. Donc, John par un Gaeta, démon. alors c'est une histoire d'une fille qui a le ténia, mais c'est un ténia qui est vivant en elle et qu'elle doit nourrir. Non, mais c'est vrai. Voilà. ça, c'est vrai. Monte Hellman, alors Ken Russell en fait raconte l'histoire d'une actrice super belle à Hollywood mais qui essaie de percer sauf qu'elle a des seins, petits seins. elle a des seins trop petits. Donc elle se fait implanter des seins vampires qui bouffent, qui mangent le Mais sang non, des, en fait. Oula. qui Mais mangent- ça, c'est génial. Hein. qui Ça, boivent, c'est qui boivent le sang des mecs avec qui elle couche. Et donc Monte au-delà de Hellman, tout ce que vous pouvez penser. Monte Hellman refait une biographie de Stanley Kubrick dans laquelle en fait Kubrick aurait connu une femme démon pendant sa vie qui Voilà, l'aurait c'est ça, une qui l'aurait précipité vers sa mort. de Stanley Kubrick qui aurait complètement qui aurait taré. sucé la vie de Stanley Kubrick. Alors fondamentalement, moi il y en a que Monty Hellman, en Il y en a plus. que deux que j'aime. C'est celui de Monte Hellman, donc justement sur cette biographie de Kubrick où
C'était réalisé avec une certaine élégance, il essayait de recréer le climat des années 50, la rivalité entre Kubrick et son ami qui veut devenir réalisateur, mais sauf que Kubrick devient réalisateur, le plus grand réalisateur du monde, et l'autre reste au stade du réal de série B. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant, avec l'élément fantastique qui arrive en plein milieu, qui n'était pas forcément utile, mais qui était plutôt fun. Et j'ai bien aimé celui de Sean Cunningham, qui était cette histoire de sexe avec la femme possédée par ce démon japonais. Alors il y avait des séquences d'animation parfois qui n'avaient rien à voir avec le sujet, mais j'ai trouvé ça pas mal. Enfin, l'actrice était plutôt jolie en plus. Donc on va dire que pour moi il y en a 2 sur 5. Ouais. Donc ce qui fait, voilà. Mais le reproche que je fais par exemple aussi, là ça n'a rien à voir avec le film, mais c'est avec l'éditeur DVD. Je sais pas, alors est-ce que c'est une erreur ou pas? Peut-être que c'est que sur celui-là, j'en sais Je rien. sais pas, c'est pour ça que je préfère mettre. Je sais pas, c'est pas marqué. Alors, En gros, il n'y avait pas de sous-titres sur la VO. Et la VF est dure. Est une catastrophe. La VF est impinable. Comment t'as fait pour me convaincre? Ah, tu peux vraiment pas cesser de râler. Ces billets sont pour des VIP, ils ne m'ont rien coûté. Donc voilà, je peux pas le recommander fondamentalement, mais je me suis pas ennuyé non plus en fait. En fait, si, t'as bien aimé. Donc voilà, donc j'ai relativement bien aimé, voilà. Voilà. Parce que j'aime bien. Ça passe le truc, quoi. Alors moi, j'ai trouvé ça assez moyen. Enfin, j'ai du mal en fait. C'est là que j'ai un vrai souci avec le. Je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, potentiellement il y a des bons trucs. Je suis très content de retrouver une idée avec voilà, tous ces réalisateurs là et tout. Et je me dis quand même, avec tous ces réalisateurs là, tu peux te dire que ça doit être bien. Le problème c'est que le budget est tellement bas que ça devient très très kitsch par moment et un peu gênant. C'est-à-dire que moi, tu vois, mon Tienman, je trouvais ça un peu bizarre. Et j'ai eu un peu de la peine pour lui sur certains points. Quoi. C'est ça, je me suis senti en peine par moment. Je me dis, c'est horrible. C'est triste, parce que. Mais Joe Dante. Hein. Oui. Non, Joe Dante, non, parce que je trouvais que c'était le mec qui se démerdait le mieux. Oui, non, mais des cadres. Il avait pas de C'était thune, crédible, mais il avait pas de thune. thune, mais ça. J'ai l'impression qu'il avait mis tout. T'as du mal à dire que des noms comme ça, ils fassent ça au final, quoi. C'est comme Georges Romero à produire. Georges, ça fait longtemps qu'il est. Oui, je sais, mais ça te fait mal au cœur. Comme Savini quand il faisait le dernier qu'on disait tout à l'heure, je me rappelle même pas. Scream Show qui était vraiment une catastrophe. T'as du mal à dire mince, ceux qu'on a tant aimés pour certaines œuvres, ils arrivent à ça. Mais c'est aussi une histoire de budget, quoi. Enfin, encore une fois, j'en reviens souvent au budget. C'est pas que l'argent me passionne. Si, en fait, j'adore ça. Mais en fait. Parfois c'est vraiment l'élément central d'un film, quoi. Je veux dire, quand tu ne crois pas à l'histoire parce que visuellement ce que tu vois c'est moche, que quand tu vois du sang ça fait faux, que quand tu vois des plans tu as l'impression de voir un téléfilm. Je veux dire, là honnêtement la facture, certains on est proche du film érotique, quoi. C'est vrai, voire même du porno. Enfin, je vais loin, mais sur certains plans c'est quand même. À la limite ça t'offre ça mais déjà. À la limite, ça se veut aussi ça, c'est aussi érotique, etc. Voilà. Denis Bar Vampire, vous n'avez pas vu ça tout le temps. Ça c'était marrant. Mais c'est un peu dommage parce que les films horrifiques Omnibus, c'était vraiment. Ça revient un peu à la mode. C'était vraiment courant dans les années 60-70, mais les films étaient conçus pour le cinéma. On avait des réals importants qui venaient dessus, et là c'est dommage. Je pense que je crois que le retour en fait vient de Master of Horror. Ouais, mais en fait c'est des reprises de Master of Horror. Ça reste pour la télé. Ouais, voilà. Mais voilà, du coup on reste avec une facture télé. Voilà. Et du coup Master of Horror c'était sympa, mais c'était pas fait pour le cinéma, c'est clair. Et là pareil. Donc Fifi, à toi. Oui. Le Fifi. Oui, Fabou. Alors, moi je trouve, oui effectivement, vous n'avez pas d'argent, faites pas, hein, tout simplement. Même avec la meilleure des volontés, vous n'arriverez pas à nous. Pas dire ça exactement, mais vous n'avez pas d'argent et vous savez que vous avez vu dans le monde entier. Non, ça dépend. Moi j'aime bien le système D et compagnie, sauf que quand ils ont des ambitions comme ça, et qu'ils n'ont pas de thunes derrière, qu'ils n'ont pas d'acteurs, je suis désolé, mais les acteurs ils étaient un petit peu ridicules du coup dans ce contexte qui fait totalement fake, faux. Au final, moi j'ai jamais accroché, même pas à une seule histoire, même pas au point de fuite donc créé par Dante, qui était pourtant mieux réalisé. On va dire que c'est le haut du panier, mais un petit panier comme ça. Je suis désolé, il y avait ce vieux là qui était insupportable. Il est insupportable ce vieux. Oui, je te dis, j'aime pas. J'aime pas, c'est blanc et compagnie, mais c'est mieux réalisé. Sinon, moi ce que je déteste en fait dans ce genre d'omnibus, ils vont plus rien nous envoyer. Non, mais envoyez parce que c'est intéressant. Regardez, lui, il aime. Alors, mais il a bien aimé. Vous pouvez mettre sur la. Ils peuvent mettre Fabien a bien aimé sur le. Non, moi je. Fab de cinéphile. Je trouve ça agréable. J'ai trouvé ça 2 sur 5. Non, en fait, le gros souci quand tu as une sorte de linéarité comme ça entre les personnages, qu'ils essayent de balancer leur histoire, c'est qu'ils essayent de faire des petits courts-métrages
qui essayent finalement de se suffire eux-mêmes, c'est qu'ils ne se suffisent pas du tout, ils tombent à chaque fois à plat. Les histoires, à la fin, tu dis tiens, ça va repartir sur autre chose, et pof, on revient sur cette purée de salle où ils sont en train de raconter leurs Ça, histoires. c'est le principe du film omnibus en même temps. Mais je suis en non, train de justement, critiquer. faux. Parce que tu vois, Ok. les films, généralement, les courts-métrages, ils sont faits pour se terminer. Mm. Ça se termine mal ou bien. Mais là, parce que. Oui, Mais là, ils se terminent pas. À chaque fois, c'est une rupture à chaque fois. Sans en plein milieu. chroniquer le twist, il y a, parce que en fait, la fin de chaque court-métrage se termine à la fin du film. En fait. À C'est ça. la fin du film, ils te remettent 2 minutes de chaque Mm. pour te montrer qu'en fait, tout c'est pas terminé comme ils Ouais. le voulaient. Donc, du coup, c'est vrai qu'en termes de rythme, c'est un peu bizarre. Mais moi, j'aime bien quand ils font les liens des fois. J'aime Oui, bien quand. c'est l'intérêt du Je me truc. dis là, le lien justement. de chacun raconte, tu vois. Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup les films omnibus, moi personnellement. Je trouve que c'est très très intéressant. Parce qu'en plus, tu as vraiment de tout. Tu as toujours des films que tu vas détester. Et dedans, tu as toujours des films où tu vas trouver vachement intéressant. Mais il faut que ça c'est redevienne vraiment des projets importants. Ouais, pas des des fois, ça revient un peu à réalisateurs. la mode. Parce il y que en a quand des même, nouveaux qui Joe Dante, il avait participé à la 4e dimension, le Ah. film Omnibus Oui. avec Spielberg et tout le monde. D'accord. Et où il avait fait un truc de taré. Et là, tu arrivent. vois, Avec des toons qui tuent. oui, voilà, des toons Mais, tueurs. mais pour te dire à quel point c'est vrai que ça revient pas forcément à la mode, c'est que là ils remake la 4e dimension à nouveau en film, sauf qu'ils font pas plusieurs courts-métrages, qui serait logique comme ils l'avaient fait avec Spielberg, Landis, etc. Et Dante, ils refont un film entier, c'est Matrix qui va réaliser un film la 4e dimension, donc ils vont refaire un épisode je suppose. Et À la base, c'est ce que Carpenter voulait faire avec la série Halloween. C'était faire à chaque fois une série. avec Halloween 3, c'est ce qu'ils voulaient C'est lancer. ce qu'il voulait faire, voilà, une série de films anthologiques avec un thème qu'on déclinerait Mais- sur plusieurs longs métrages. Mais voilà, mais c'est pour dire à quel point le film omnibus ne revient pas à la mode. D'ailleurs, on va passer sur ça, bon, on ne le conseille pas forcément si vous êtes intéressé, parce qu'il y a beaucoup de grands noms quand même. Et voilà, C'est un peu ça qui peut faire basculer Ça la qui- balance, on va dire. qui est gênant. Mais Dans la là-dedans, curiosité. si Ouais, vous êtes c'est ça, c'est vraiment des curieux. amateurs de films B, je pense que vous devez le voir. Ouais, parce ça que fait c'est- mal au cœur de dire du mal d'un truc comme ça qui aurait pu être ultra Parce que le prometteur. projet donne plutôt envie à la Donc base. regardez-le, Sur il le papier. n'y a pas de raison, il n'y a pas que nous qui devons pleurer des yeux. Enfin, on n'en pleure pas d'ailleurs. Mais dites-vous que c'est. Non, mais il y a pire. Franchement, il y a Oui, largement oui, il y a plus pire. mauvais. Il Il y y a- a largement plus Il y a mauvais. la Scream Show, Scream Show, là, et de Romero, franchement, ça, ça, c'est pas Vous possible. voyez Romero, vous êtes fan, vous passez à côté. Hein. Vous ne Ouais. prenez même pas dans les mains. Ouais, Quoi. Romero. Mais donc, on passe à la rubrique bonus, justement, on va reparler des omnibus. Il y avait une fille dont j'étais amoureux à New York. Très intellectuelle. C'est elle qui m'a entraîné à une projection au musée d'art moderne. Moi, j'avais que le sexe en tête. Et le cinéma, pour moi, c'était un film avec Alan Ladd. Puis les lumières se sont éteintes et le film a commencé. Je n'avais jamais entendu parler de ce metteur en scène français, Jean Vigo. 5 minutes après, le monde avait changé pour toujours. Le plan d'une jeune femme, en robe de mariée, marchant le long d'une péniche. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. J'étais aussi à cette projection. Ok, donc on passe à la rubrique bonus. Donc, j'allais rien dire. Voilà, vous avez compris que ça, c'était Mitigé. pas terrible, mais ça nous permet de revenir justement sur les films omnibus. Et on s'est dit, ça serait pas mal de donner chacun un film omnibus qu'on aime bien. Voilà, un film qui est intéressant parce qu'il y a pas mal de films omnibus. C'est encore une fois très très répandu, surtout dans le cinéma de genre et d'horreur. Donc vas-y Fabien, lance. Alors moi, je voulais parler d'un film de 1964, un film anglais qui s'appelle Le Train des Épouvantes. Je crois que ça s'appelle en anglais Dr. Terror's Gallery of Horror. Alors ça, c'est super. Alors en fait, c'est un film de Freddy Francis. Et en fait, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films d'horreur. Notamment, il a fait des films pour la Hammer, il a fait L'Empreinte de Frankenstein, Dracula et les femmes. Et il a fait aussi pas mal de films d'omnibus, voilà, horrifiques. Il a fait une adaptation des Contes de la Crypte dans les années 70. Il s'appelait Histoire d'outre-tombe. Et donc en fait, dans ce film, vous avez un groupe de mecs qui prennent le train. Et en fait, ils vont dans un compartiment où il y a Peter Cushing. Et Peter Cushing, en fait, joue. Et là déjà c'est Voilà. flippant, moi ça Et m'arrive. bon, déjà, il y a un des mecs, c'est Christopher Lee. Un des Ah mecs, Ah oui d'accord. Bon, le mec, c'est pas Boris Karloff non ouais, plus. hein. non. Et là, il y a, Et en fait il est dans la chambre à côté. Donc, et donc là, il y a Peter Cushing qui regarde ces 5 mecs et il leur raconte à chacun
comment est-ce qu'ils vont, enfin, je sais plus, moi j'ai pas vu le film, comment est-ce qu'ils vont mourir ou comment est-ce que finalement leurs défauts vont avoir raison de leur vie. Par exemple, il regarde Christopher Lee et il leur raconte son histoire. Christopher Lee joue un critique. Toi, tu as joué dans Star Wars. Non. En fait, Christopher Lee joue un critique d'art et donc ça raconte comment ce mec finalement va perdre ses yeux. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà. Et en fait, et à chaque fois, on revient. Après chaque histoire, on revient au wagon avec Peter Cushing qui raconte chaque histoire à C'est ces une mecs. production Hammer. Non, c'est une production Amicus qui était le concurrent de la Hammer à l'époque. D'accord. Et à la fin, bien sûr, on a un twist final qui va résoudre toutes les histoires. Même si, effectivement, chaque court-métrage est terminé. D'accord. Voilà. Et tu l'as dans ta DVD Tech et tu l'as même pas encore Je sais, je l'ai pas et encore regarde-le, regardé, regarde-le. je sais. C'est très beau, c'est très soigné, c'est vraiment pas mal. Il y a eu pas mal de films comme ça. Je Ouais, me rappelle ouais, d'un sur film le- sur la boutique, Je m'y jetterai. une boutique des horreurs où chacun prenait une vieillerie en fait, Ouais. et il avait un problème avec ça. Et c'était avec Peter Cushing qui jouait le vendeur dans le magasin. Je crois que je me demande si c'est pas l'histoire d'Outre-Tombe. Je crois que ça doit être ça. Je C'est crois que ça. c'était Histoire de l'au-delà ou Histoire de tout. Ouais. Ah, le Creep Show, enfin pas le Creep Show, le Conte de la Crypte. Oui, l'histoire d'Outre-Tombe, ça s'appelle. Ouais. Ah, peut-être. Il s'appelle Monsieur Gressim. C'est un vieux monsieur, Oui, c'est ça. Monsieur Gressim Dick qui s'appelle. Ouais, je sais plus. Réalisé par Freddy Francis aussi. Ah ok. Oui. Très bien. Ah bah oui, donc ça va être bien. Vas-y. Bah moi justement, Creep Show, hein, je vais un peu tricher aussi, c'est un même réalisateur qui a fait tous les courts-métrages. Donc, Creep Oui, mais Show. alors c'est possible. On a C'est pas dit, possible, mais ouais. c'est aussi Oui, bien possible sûr, que le oui, réalisateur fasse tous oui, les oui. courts-métrages. Oui, mais du coup, ça donne quand même une unité technique Oui. qu'il n'y a pas, par exemple, quand c'est des différents réalisateurs. Creep Show, je ne me rappelle plus du tout de l'année. 83. Voilà, exactement, merci Nico. Et Creep Show, c'est excellent, c'est vraiment satirique. C'était un hommage aux bandes dessinées d'horreur. AC Comics. AC Comics, voilà, donc américain. J'adore, il y avait 3 courts-métrages, et notamment un où c'est un pécor qui se fait envahir par en fait une... Un blob vert. Ouais, c'est ça en fait. Pardon. Quoi qu'il touche, dès qu'il touche, Et par qui c'était réalisé? Georges Romero. D'accord. Mm. Moi, ça Voilà. t'appelle. Mais ça me fait plaisir d'en parler parce que du coup, tout à l'heure, j'ai craché un petit peu dessus sur lui avec Scream Show. Et ouais, en fait, même le dernier, là, avec l'anniversaire, est complètement taré. Et le Pécor, il est joué par Stephen King. C'est Stephen King, ouais, le pécor, effectivement. Il produisait le film, si je me rappelle bien. Il Il contribuait oui, tout. ça. Je sais plus du tout. Parce qu'à l'époque, il vendait ça aussi comme la collaboration Oui, c'est ça. de Stephen King et de George Romero. Quoi. Et- Deux maîtres de l'horreur. Et bah écoutez, ce film, il faut absolument que vous voyez parce que c'est grinçant et super marrant à la fois. C'est vraiment excellent. Moi, ce film, à une époque, j'arrêtais pas de le regarder, de le montrer à des amis parce que c'est super attractif en fait. C'est pas de l'horreur pure, mais c'est marrant. C'est peut-être un des plus gros budgets que Romero ait manipulé, je crois. Tu penses? Je crois. Ouais. Non, je pense que c'était plutôt Land of the Dead. Ouais, mais à l'époque, je veux dire. Ah oui, à l'époque, oui. Ah ouais. Ok. Alors moi, ça me gêne un peu parce que j'ai oublié le nom du réel. Mais je vous l'écrirai c'est un film qui s'appelle Trick and Treat. Donc en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est l'un des derniers films omnibus d'horreur qui est sorti au cinéma aux États-Unis. D'ailleurs, il n'est pas du tout sorti en France, même pas en DVD. Peut-être un jour il sortira. Et d'ailleurs, le film n'a pas du tout marché. Et c'est un peu à cause de ça qu'ils n'en ont plus fait après. C'est-à-dire que ils ont dit c'est bon, ça ne marche pas, parce que c'était quand même un gros studio qui le vendait, etc. J'ai oublié le nom du réal, mais en tout cas c'est réalisé par un seul réal. Ça doit être son deuxième ou... Non, je crois que c'était son deuxième film. Et donc là, c'est la nuit d'Halloween en gros, et ça va être plusieurs histoires croisées à la nuit d'Halloween. Donc, et tout est fait par un personnage qui est assez iconique, parce que le film a son petit culte malgré tout, parce que pas mal de gens ont dit qu'il était bien. Sur Internet, beaucoup de gens en parlent. Ouais, beaucoup de gens en parlent, et en fait, il y a une créature qui en fait passe devant chaque histoire qui se passe. Donc durant toujours la même nuit d'Halloween en fait, et tout est mélangé, hein, les scènes sont plutôt mélangées. Et C'est l'aspect fantastique rallie tous les courts-métrages, ça, du coup, si c'est la même Oui, créature. en fait, oui, bah, il passe, mais des fois ça se passe pas. En fait, c'est le personnage principal que du dernier. Mais D'accord. c'est un petit enfant, on dirait un enfant avec une tête de citrouille en fait. D'accord. Voilà. c'est intéressant. Et un sac pour recouvrir la citrouille. J'ai Et vu là- l'affiche, je crois. Ouais, et le personnage est devenu tellement iconique qu'il en a même fait une publicité. Ils ont fait une publicité pour Halloween, là, il y a quelques. Je crois que c'est pour cette Halloween-là, où tu le vois justement dans des bandes annonces, des petites blagues, des petits sketchs, oui, où le personnage revient en fait. Donc le film c'est pas mal, en plus c'est un vrai budget, du vrai cinéma, une belle image, quoi, donc ça fait toujours plaisir. Au niveau des acteurs, je crois qu'on retrouve Anna Paquin par exemple dans les gens. Malicia. Voilà, dans les gens ou Malicia True de Blood. X-Men, ou True Blood.
Voilà, c'est un petit film, mais c'est vraiment pas mal, c'est vraiment agréable. Ça s'inspire encore des BD d'horreur de l'époque, c'est toujours pareil. Là, le générique est aussi fait comme ça. Et c'est vraiment c'est le dernier film qui vaut vraiment la peine, je pense, dans les films omnibus. Il y en a eu plein d'autres, mais si vous cherchez un récent, celui-là est vraiment, vraiment pas mal. Donc, il n'est pas sorti en DVD en France. Pas du tout. Pas du tout. Mais si vous pouvez arriver à le trouver en import ou pas, franchement, c'est vraiment un film agréable. C'est très divertissant. Pour Halloween, ça aurait été parfait. Voilà. Donc, Pour un petit frisson. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est encore une fois, c'est plutôt des chutes, quoi. C'est souvent les courts-métrages sont avec des chutes, ce genre de trucs-là. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. De nouvelles aventures. J'espère que ça vous a plu encore, qu'on vous a pas saoulé avec... avec le frère du sœur. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. On va peut-être rappeler juste un truc, c'est le film Protégé de Dereki, qu'on n'a pas parlé, mais qui est un film qui est plutôt agréable. Film sur la drogue qui passe à Hong Kong. Non, ouais, bien ce film. On avait parlé aussi. Je trouve un petit peu lourdingue, c'est Andilo, justement. C'était avec Andilo. Bon, on voulait pas faire un doublon en parlant trop de film HK, mais si vous êtes fan de film HK et que vous avez vu d'autres films de Dereki, celui-là est vraiment pas mal. Trop de pathos comme d'habitude chez lui. Ouais. C'était le problème d'une nuit à Mongkok. Je voulais pas le critiquer. Tu sais que lui, il a fait un film Viva Erotica. Oui, je sais. Et c'est excellent. C'est un réalisateur de films porno qui... D'accord. Ouais, c'est cool. Ok, très bien. Bon, bah, très bien. Et on en reparlera plus tard dans une nouvelle émission de Cinefuzz. Et puis, allez, à bientôt. À tous. Thank you.